Alors, j'imagine que le son est bon, puisque on continue sur la thématique toujours sur l'art de communiquer dans ma relation médecin-patient. Donc, je me présente d'abord, c'est Dr Bokouch, je suis maître assistante en médecine légale au CHU Mustapha. Et la thématique dont je vais parler traite des aspects éthiques et déontologiques de la pratique médicale. Alors pourquoi en parler? Professeur Belhaj a donné beaucoup d'exemples tout à l'heure sur l'importance de l'aspect éthique dans la pratique médicale et dans l'art de communiquer avec les patients, l'aspect déontologique également. Et la nécessité justement de traiter de cette thématique, c'est parce qu'en tant que médecin, et surtout en tant que médecin traitant, en tant que médecin thérapeute, on est souvent confronté à des situations où on est obligé de prendre des décisions. Certes, le plus gros de ces décisions sont d'ordre technique, quelle est la thérapeutique à suivre ou quelle est la posologie à prescrire, mais parfois ce sont aussi des décisions qui nécessitent plutôt une réflexion éthique et aussi le respect des règles déontologiques. Et gardez aussi à l'esprit, comme a dit le professeur Belhach tout à l'heure, que les médecins souvent ne font pas la différence entre l'éthique et la déontologie. Alors ce sont deux unités qui certes peuvent se rapprocher, ils se complètent même, mais elles sont vraiment et fondamentalement différentes l'une de l'autre et ne se confondent pas. Ah, ça ne passait pas aussi. Alors, pour revenir d'abord à l'art médical, à l'art de la pratique de la médecine est avant tout une science, certainement. Mais c'est aussi un art d'ordre moral. C'est une relation humaine, une relation médecin-malade, un binôme qui est fait du médecin et du patient. Et comme disait Avicenne, Ibn Sina, l'art de soigner l'humain en toute culture, sans autre considération que le patient. Le premier principe de médecine, qui remonte à l'Antiquité grecque, c'est le primum non nocere, c'est-à-dire que en premier lieu, ne pas nuire et ne pas faire le mal. Ça, c'est le premier principe à respecter. Et justement, Hippocrate disait dans son serment que je dirigerai le régime de mes malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Hippocrate, toujours dans ses traités des épidémies, 4 siècles avant Jésus-Christ, disait que face aux maladies, avoir deux choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire le mal. Le but, certes, de l'art médical, c'est de soigner, c'est de faire du bien à son patient. Si on n'y arrive pas, sachant que toutes les pathologies ne sont pas forcément curables, au moins ne pas nuire à ce patient, ne pas lui faire du mal sciemment. L'éthique, quant à elle, certes, elle a été introduite par Hippocrate et aussi par Aristote, Platon, mais les Arabes aussi, pas forcément les Arabes, mais les médecins musulmans tels que Razès, donc Abu Bakr Razi, a écrit une lettre à l'un de ses disciples traitant justement de la leçon éthique, qui était appelée en arabe Akhlaq al-Tabib. Et il faut comprendre qu'à l'époque, la notion d'éthique s'intégrait plus dans une notion de vertu. Et plutôt, c'est l'éducation du médecin et son comportement. Et ce n'est que par la suite que ont été pris en considération les thématiques que nous allons voir tout à l'heure, surtout en matière de bioéthique. Donc, en voyant justement cette lettre de Razès, il parlait comme vertu, comme il rapportait comme vertu éthique, صيانة الطبيب نفسه الرفق وحفظ السر في الطب تواضع الطبيب. Donc, tout ça, ce sont des notions d'ordre éthique qui ont été déjà énoncées à l'époque de Razès. Alors pourquoi parler d'éthique? Parce que justement, la science n'arrête pas de progresser. Il y a un progrès technique important et devant ce progrès, la société a aussi des attentes. Elle suit ces progrès et pense que devant les nouvelles techniques thérapeutiques, il devrait y avoir plus de résultats. Mais là, si on suit le progrès technique, si la loi ne suit pas, parfois on risque de perdre nos repères, des repères surtout moraux. Et donc là, c'est l'intérêt d'avoir des repères éthiques et déontologiques, donc d'avoir une réflexion éthique en respectant aussi les règles déontologiques.
Le questionnement du médecin, certes, comme j'ai dit au début, ne va pas se limiter à des décisions qui sont purement techniques. Il va aussi relever de la réflexion éthique et du respect des règles déontologiques et de notions qui, certes, se complètent, mais ne se confondent pas pour autant. Alors, qu'est-ce que l'éthique médicale? On va commencer par l'éthique médicale, ensuite on va voir la déontologie. Alors, l'éthique médicale, l'éthique d'abord, qu'est-ce que l'éthique? L'éthique vient du grec ethos, et ethos signifie manière d'être ou de se comporter selon les mœurs. Il est important de comprendre cette notion parce qu'on va voir tout à l'heure que parfois, en fonction de la société dans laquelle on vit et selon les mœurs de la société en question, on peut avoir des notions éthiques qui peuvent différer d'une société à une autre. Alors, l'éthique en elle-même est une discipline de la philosophie. Elle va étudier les comportements humains vis-à-vis donc du reste de la population, donc le comportement de l'être humain vis-à-vis de son entourage et des principes du bien et du mal dans ce comportement. C'est une réflexion, la réflexion éthique est une réflexion qui est à la recherche du bon, à la recherche du juste et à la recherche de l'équité et de la justice dans les comportements à adopter. Cette éthique appliquée à la médecine devient l'éthique médicale. Et c'est donc la partie de l'éthique qui est consacrée aux questions morales qui sont relatives à la pratique médicale. Mais il faut comprendre que l'éthique ne va intervenir que là où la loi n'existe pas. C'est-à-dire que ou bien il n'y a pas de texte juridique, ou bien le texte n'est pas suffisamment explicite pour donner une solution à un problème donné. Dans ces moments-là, on passe à l'éthique, on réfléchit de façon éthique. Il faut savoir que dans l'activité médicale, il faut toujours garder à l'esprit plusieurs garde-fous. Le premier, c'est juridique. Du moment qu'il y a un texte de loi juridique, qu'il s'agisse de loi sanitaire ou de code pénal, donc tant qu'il y a un règlement juridique, on se doit d'abord de respecter ce règlement juridique. Lorsqu'il n'y a pas de règles juridiques, on passe au code de déontologie, donc à la déontologie. Bien sûr, il n'y a pas que la règle juridique et la règle déontologique, il ne faut pas oublier non plus l'apport ou l'aspect religieux et l'aspect aussi sociétal. Bien sûr, l'éthique va prendre en considération toutes ces notions-là, surtout du moment qu'il n'y a pas de règlement juridique. Alors, comment est née cette réflexion juridique, cette réflexion éthique? Alors, comme on a dit tout à l'heure, les premiers récits remontent à l'Antiquité grecque, donc avec Hippocrate, quatre siècles avant Jésus-Christ, avec Aristote et Platon aussi. Mais l'éthique telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé avec le code de Nuremberg, avec le procès des médecins nazis dans les années 1946. Donc là, les médecins nazis qui ont été condamnés pour leur expérimentation sur leurs prisonniers, le procès qui a été tenu contre ces médecins-là a donné naissance à un code justement sur l'expérimentation sur l'être humain et a donné naissance à ce code de Nuremberg. Cela a été suivi une vingtaine d'années après par la déclaration d'Helsinki qui a préconisé justement la création de conseils d'éthique, de conseils ad hoc à l'expérimentation même en question. Et enfin, quelques années plus tard, aux États-Unis, le rapport de Bellman ou le Bellman Report, suite justement à l'expérimentation sur des personnes d'ethnie africaine à qui on avait inoculé la syphilis pour voir donc l'évolution de la pathologie. Et donc, avec tous ces codes est née l'éthique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, quels sont les principes de cette éthique médicale? Alors, deux bioéthiciens américains, Beauchamp et Childress, ont donné quatre grands principes de l'éthique. Alors, d'abord, le premier principe, c'est l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est tout simplement le respect de la volonté du patient en question. Certes, lorsqu'il s'agit d'un majeur, d'une personne qui peut donner donc son consentement. En cas de mineur, il faut obtenir certainement le consentement du tuteur légal. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne cherche pas l'accord du mineur. Le consentement du mineur, qu'on appelle plutôt assentiment, est tout aussi bien recherché que le consentement de l'adulte, justement, pour respecter ce principe d'autonomie. Le deuxième principe est celui de la bienfaisance, c'est-à-dire que l'acte médical se doit dans le but de faire du bien
au patient, de ne pas lui faire du mal. Justement, c'est le troisième principe, la non-malveillance. C'est-à-dire que l'acte médical ne doit pas être réalisé si il va, par exemple, c'est-à-dire il va nuire au patient ou lui faire du mal ou s'il n'est pas nécessaire, par exemple. Enfin, la justice et l'équité dans l'acte médical, dans la pratique médicale. C'est-à-dire qu'on traite tous les patients de la même manière, que tous les patients doivent avoir le droit d'avoir accès aux soins et aux ressources et au temps du médecin de la même manière, quel que soit le statut de ce patient. Alors, pour les domaines de l'éthique, c'est un sujet qui est très vaste. La bioéthique est un sujet justement qui est très vaste et la loi sanitaire en parle dans un très grand chapitre. Il va traiter surtout de questions de la mort, par exemple, aussi bien que de la vie. Donc, la mort par rapport surtout au progrès de l'anesthésie et de la réanimation. Donc, l'euthanasie, par exemple, qui demeure bien sûr interdite en Algérie. Ici, il n'y a pas de réflexion éthique nécessaire réellement en Algérie puisque la loi est claire, il existe déjà une barrière juridique. Mais ailleurs dans le monde, cette réflexion peut se poser. L'acharnement thérapeutique aussi, dans une situation où on est en train de traiter un patient sans qu'il y ait de résultat, est-ce que si on arrête le traitement, ce n'est pas une euthanasie? Et est-ce qu'au contraire, si on continue, c'est un acharnement thérapeutique? Donc, la réflexion ici est très importante et le fil parfois est très fin et la barrière entre l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique devient assez délicate. Alors, tout comme pour la mort, il y a aussi la vie. Donc, donner naissance par procréation médicale assistée, par plusieurs méthodes de procréation. Alors, certaines sont permises ailleurs dans le monde, pas en Algérie. Déjà, il y a donc la barrière religieuse et parfois aussi la barrière juridique qui peut interdire certaines notions. L'interruption volontaire de la grossesse qui est interdite en Algérie est considérée comme un avortement criminel alors qu'ailleurs dans le monde, elle peut se faire. Donc là, ce sont des situations qui poussent la personne ou le médecin surtout à réfléchir d'un point éthique lorsqu'il n'y a pas de texte juridique. Du moment qu'il y a un texte juridique, on se réfère d'abord à la norme juridique. Alors, il y a aussi la notion ou la question des prélèvements et de dents et greffes d'organes. Là aussi, la loi sanitaire a consacré un très grand chapitre pour la question des prélèvements et des dons d'organes. Le génie génétique et le clonage, ça c'est plutôt une thématique qui va toucher surtout d'autres pays dans le monde. Et puis l'expérimentation et les essais thérapeutiques, là c'est un point qui est très important. Et la loi sanitaire aussi, tout comme pour la PMA et pour les prélèvements, a consacré un grand chapitre dans justement la partie bioéthique de la loi sanitaire. Du moment qu'il y a des textes juridiques, on se réfère d'abord aux textes juridiques et lorsque on est devant une situation où la loi ne donne pas de solution, c'est là que naîtra la réflexion éthique. Il faut savoir qu'il existe aussi un conseil éthique, un conseil national d'éthique qui est composé de plusieurs médecins, de représentants du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère donc des Affaires religieuses, de plusieurs professeurs en médecine, de représentants du Conseil de l'ordre. Donc, ce conseil d'éthique sera chargé d'orienter les médecins justement et d'émettre des avis sur la question des prélèvements d'organes et leur transplantation. Sur les essais thérapeutiques, les essais cliniques, l'expérimentation et méthodes, surtout lorsque ce sont des méthodes thérapeutiques nouvelles, en assurant, dans toutes les situations, le respect de la vie humaine, la dignité de l'être humain et son intégrité. Alors, qu'en est-il de la déontologie médicale? Alors, pour la déontologie, ça vient du terme déontos et logos, qui est l'étude donc des devoirs de n'importe quelle profession quand on parle de déontologie. La déontologie en elle-même est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Ici, le client et le public en déontologie médicale devient le patient. Et la loi sanitaire définit la déontologie médicale comme étant l'ensemble des principes et des règles qui régissent les professions de la santé et les rapports des professionnels de la santé entre eux et avec leurs malades.
Et le code de déontologie médicale aussi définit la déontologie dans son premier article comme étant l'ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien, dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. La différence entre la loi sanitaire et le code de déontologie, c'est que la loi sanitaire s'adresse ici à toutes les professions de la santé, alors que le code de déontologie s'adresse aux médecins, aux chirurgiens et aux pharmaciens. Alors, pour la déontologie médicale, ou comment est né d'ailleurs notre code de déontologie médicale algérien, qui n'a pas été, comme a dit le professeur Belhaj tout à l'heure, modifié depuis presque une trentaine d'années, il faut savoir qu'en 1963 a été créé un bureau de surveillance pour prendre en charge les problèmes de déontologie que rencontraient les professionnels de la santé. Et en 1965 a été créé le premier code de la santé algérienne, donc avant la loi sanitaire. Et dans ce code-là, on parlait justement de déontologie médicale. En 1945 a été promulguée la loi sanitaire 585, qui depuis a été abrogée, et qui portait aussi un titre, le titre 9, qui traitait de déontologie médicale. Et ce n'est qu'en 1992, il y a plus d'une trentaine d'années, qu'a été promulgué le décret exécutif portant en titre, donc, Code algérien de déontologie médicale qui a abouti au texte actuel. Quant au Conseil national de déontologie médicale, il a été installé 6 ans après le Code de déontologie et depuis, il n'a pas été donc modifié. Alors, quels sont les principes éthiques, déontologiques plutôt majeurs que le médecin se doit de respecter dans son activité médicale, médecin, chirurgien, dentiste ou pharmacien, mais on traitera surtout ici du médecin. Alors, on sait que le code de déontologie contient donc 4 grands titres et le premier titre, justement, traite de ces principes déontologiques, traite de ces règles de la déontologie médicale. À partir du chapitre 2, qui va parler des règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes, dans trois paragraphes qui vont traiter des devoirs généraux. Alors, quels sont ces devoirs généraux déontologiques du médecin tels que le prescrit le code de déontologie? C'est d'abord le respect du patient. Respecter le patient, respecter sa vie en tant qu'être humain, ne pas faire preuve de discrimination entre les patients pour quelque raison que ce soit, d'ordre politique, religieuse, ethnique. Donc, le code, bien sûr, de déontologie interdit toute discrimination. Le respect de la dignité aussi de la personne qui est privée de liberté. La personne privée de liberté peut aussi nécessité des soins, donc elle est privée de liberté, mais elle garde toujours son droit aux soins, et donc il ne faut pas faire preuve de discrimination envers toute personne privée de liberté. Le deuxième devoir rapporté par le code de déontologie, c'est l'indépendance professionnelle, c'est-à-dire que le médecin ne peut en aucun cas aliéner sa liberté professionnelle en matière de prescription, par exemple, d'actes de diagnostic, de traitement ou même de prévention. Certes, ça reste limité par l'indication de ce thérapeutique et le principe de ne pas nuire, comme on a dit tout au début. Et donc, le médecin, dans sa pratique quotidienne médicale, ne doit obéir qu'à la clause de sa conscience. Toujours dans le deuxième chapitre de ce premier titre et dans les devoirs généraux, un autre devoir du médecin, c'est l'obligation de porter secours et assistance à personne en danger. Ici, ce n'est pas uniquement un principe déontologique, c'est une obligation même d'ordre juridique et si bien sûr la personne le médecin se trouve donc devant une situation où il n'a pas porté secours, n'a pas assisté une personne en danger, il sera puni non uniquement par le Conseil de l'ordre, donc et le code de déontologie, mais également par le code pénal. Un autre devoir, c'est l'interdiction de toute pratique de charlatanisme et bien sûr la compétence et l'actualisation des connaissances. Comme a dit tout à l'heure professeur Belhaj, tout médecin est obligé d'améliorer ses connaissances, de les actualiser, d'où justement l'intérêt de ces formations continues. Dans le deuxième paragraphe, il traite du secret professionnel. C'est l'un des principes les plus importants déontologiques. Mais le secret professionnel, ce n'est pas uniquement d'ordre déontologique. La loi sanitaire et le code pénal peuvent aussi punir le médecin qui va enfreindre l'obligation de garder le secret professionnel. Dans le troisième paragraphe de ce deuxième chapitre, d'autres devoirs
sont aussi élémentaires et majeures envers le médecin, c'est l'information et le consentement éclairé. Certes, on ne peut réaliser un acte médical, même si c'est pour le bien du patient, qu'une fois qu'on l'a informé de sa situation et de ce qu'on va lui faire et qu'on a obtenu son consentement bien éclairé. Certes, bien sûr, cela en dehors des situations d'urgence. Interdiction aussi de délivrer les certificats de complaisance, la fausse certification, rédiger un certificat avec la griffe d'un autre médecin, ou bien utiliser le nom d'un autre patient sur une ordonnance à qui n'est pas destinée cette ordonnance. Rédiger des certificats de complaisance. Donc tout ceci est puni aussi bien par le code de déontologie que par le code pénal. Et un dernier paragraphe dans ce chapitre 2 qui traite de la confraternité dont a parlé tout à l'heure professeur Belhaj, le devoir de s'entraider entre collègues. Alors comment vont s'articuler l'éthique et la déontologie puisque ce sont deux notions différentes mais qui se complètent? Eh bien, tout simplement, la règle éthique, comme on l'a dit tout à l'heure, va fixer des préceptes que les médecins vont décider de façon individuelle de suivre ou pas. Cela dépendra un peu de leur éducation et de leur réflexion éthique. Par contre, la règle déontologique, elle va fixer des préceptes que le médecin doit respecter sous peine de sanctions disciplinaires, puisqu'il y a un conseil de l'ordre et un code de déontologie. À la différence de la règle juridique qui va s'imposer à tout citoyen sous peine de sanctions pénales, c'est par exemple le code pénal ou même la loi sanitaire. Alors, l'éthique et la déontologie, certes, se complètent, mais parfois elles ne coïncident pas. D'où l'intérêt de la réflexion parfois collégiale et l'intérêt du comité éthique. Donc, vous pouvez demander à chaque fois conseil au comité d'éthique de votre hôpital, de la faculté ou même au comité d'éthique national lorsque il s'agit de questions, par exemple, de greffe d'organes ou d'essais thérapeutiques. Donc, en conclusion, pour faire court, l'éthique c'est la conscience du médecin, alors que la déontologie, c'est sa boussole juridique. L'éthique lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire pour faire du bien à son patient et la déontologie, en fait, respecte, protège en quelque sorte sa profession. La déontologie dit ce qu'il faut faire et l'éthique nous invite à réfléchir à ce qu'il est juste de faire. Enfin, donc, dans une société en mutation et devant tous ces progrès scientifiques, c'est l'éthique et la déontologie qui garantissent la confiance entre médecins et patients. Et je vous remercie. Merci, docteur. Sarah. Bon, on continue et on laisse les questions à la fin parce que je ne sais pas. Mais par contre, en attendant de mettre la présentation, s'ils ont quelque chose à écrire et qu'ils l'écrivent. Professeur Azouz. Oui. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Je suis un peu déçue par le nombre et je suis un Pourquoi? peu déçue. Non, ils sont à 90, ils étaient à 100. Et ils sont en train de bouger, d'habitude plus. D'habitude, on est plus de 200. Je sais pas, les gens ne connaissent pas Il y a certains sujets où le médecin, je parle du médecin, où j'ai remarqué que le médecin ne s'investit pas, il ne s'investit que s'il y a une situation critique. Et là, on les reçoit en consultation, ils demandent des avis, et parfois c'est trop tard parce que le mal est fait, malheureusement. Exactement. Par Le contre, mal si est on fait, apprend à se documenter et à chercher à comprendre ce qu'il y a, et quand je dois faire et comment je le fais et à qui m'adresser,